Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 12 avril et à la une de cette édition, l'affaire de la rupture du contrat d'affermage se poursuit. Hier, les juges du tribunal administratif ont décidé de suspendre la délibération prise par les élus du SIAM permettant d'engager les démarches de casse de la DSP. Une décision qui fait suite au recours de la maire de Chirongui, même si tout n'est pas perdu pour le syndicat. En effet, il ne s'agit pas là d'une annulation, tandis qu'une nouvelle délibération pourrait être prise, le cas échéant. Au montage, Leslie Vumenet. C'est une victoire juridique pour une affaire qui risque d'occuper les juges dans les prochaines semaines. Hier, le tribunal administratif a délivré une ordonnance suspendant la délibération du 25 janvier dernier, prise par les élus du SIAM. Les juges ont concédé à la maire de Chirongui qu'elle n'a pas eu d'éléments suffisamment précis de la part du SIAM sur l'absence de conséquences financières pour le syndicat et ses adhérents en cas de rupture du contrat d'affermage. Il a donné gain de cause à la commune de Chirongui en s'appuyant sur le fait que le rapport en question, le rapport qui a donné cette délibération, était introduit en séance le jour même du comité syndical du SIAM. Mais dans la pratique, cela se fait partout. En début de séance, les dossiers qui n'ont pas été prêts et donc communiqués aux élus dans les délais sont soumis au vote des élus en début de séance pour leur inscription à l'ordre du jour, ce qui a été le cas. Et c'est pourquoi personne ne comprend que les mêmes élus qui ont voté pour l'inscription de cette question à l'ordre du jour, le tout enregistré en audio. Hein. C'est dans comment on appelle ça? C'est dans le procès verbal de séance et c'est dans la clé USB. La maire de Chirongui est satisfaite de cette décision judiciaire. Elle souhaite désormais que les deux parties s'assoient autour d'une table afin de trouver une solution à l'amiable permettant de ne pas rompre le contrat avant son terme. Au nom des maires, nous demandons une seule chose. Eh bien, qu'on aille autour d'une table. Pour que chaque partie, c'est ce que nous avons demandé à la réunion du 7 décembre, pour que chaque partie puisse venir exposer devant nous un peu sa position. Et là, bien sûr, on aura les éléments plus lisibles. Encore une fois, nous les maires, ce que nous demandons que la population ne paye pas les pots cassés de ce combat d'ego de personne à personne, parce que c'est regrettable, mais on ne peut le considérer qu'ainsi. Mais nous sommes ici des responsables. Et nous devons rendre des comptes. Nous devons avoir une transparence. Eh bien, que le président Bavi nous réunisse avec ces éléments, avec la SMAE en face et ces éléments. Et nous sentirons les conséquences. De son côté, le SIAM reproche aux délégataires et les maires qu'il considère comme ses alliés de gagner du temps. En effet, concernant l'argument d'une rupture de contrat qui coûterait cher à la population, le directeur de cabinet du président du SIAM réfute les chiffres avancés par Rukia Lahadji. C'est complètement faux et imaginaire. Je ne vois pas comment elle peut faire des calculs alors que nous avons une négociation et le SIAM avance des chiffres. Et les chiffres que la maire de Chirongui avance, ce sont uniquement les chiffres que la SMAE avance et qui sont archi faux. Le SIAM a dénoncé le contrat pour faute. Pourquoi c'est pas le SIAM pourquoi c'est pas la SMAE qui va payer de l'argent? Qui dit que c'est pas la SMAE qui va payer de l'argent? Il faut rappeler à la maire de Chirongui que la question est là. Pourquoi elle est sûre que c'est la SMAE qui gagnera de l'argent et non pas le contraire? Il ne faut pas oublier que le SIAM a demandé à prononcer la rupture du contrat pour faute parce que les Mahorais payent cher l'eau. En clair, l'affaire est loin d'être terminée. En effet, 3 autres référés ont été déposés, dont l'un émane du maire de Dzaoudi l'abattoir et demande l'annulation de la délibération. Si Saïd Marouali obtient gain de cause, le SIAM assure que la position des élus du syndicat n'a pas changé et qu'une autre délibération serait prise afin de rompre ce contrat d'affermage. Et à noter que le journal sera plus court qu'à l'accoutumée afin de vous laisser revoir en intégralité ces 2 temps de parole qui permettent de mieux comprendre les positions et les enjeux de la rupture de ce contrat d'affermage.
Et la grève du laboratoire d'analyse médicale de Mayotte se poursuit depuis le début du mouvement lundi. Les grévistes ont eu l'occasion de s'entretenir avec leur directeur, mais aucune solution n'a été trouvée. Ils dénoncent la pression au travail, le harcèlement du personnel et l'attribution de primes de manière aléatoire. Ils réclament par ailleurs une augmentation de 30% des salaires avec un échelonnage de 2% tous les ans. Pour l'heure, la direction accorde une augmentation de seulement 1%. Un reportage signé Paul-Arthur Avit et Jaïdi Maoulida. La grève illimitée du seul laboratoire d'analyse extra-hospitalier de Lille persiste depuis lundi matin. Les grévistes dénoncent la pression au travail, le harcèlement du personnel et l'attribution de primes aléatoires. Ils réclament ainsi une augmentation de 30% des salaires avec un échelonnage de 2% tous les ans. Nous sommes en grève par rapport aux conditions de travail parce qu'aujourd'hui nous avons quand même des pressions au niveau du travail et on a une activité qui est grandissante et notamment nous souhaitons une revalorisation salariale qui concerne tout l'ensemble des personnels car nos salaires sont bas dans tous les domaines et aussi surtout je souligne les inégalités salariales. Mardi, les employés ont pu s'entretenir avec leur patron pour essayer de négocier les différents points de leurs revendications. On a eu une première rencontre, c'était mardi. Pour moi, ce n'était pas vraiment une négociation parce que c'était comme si c'était une réunion. Donc on a demandé tout ce qui était listé dans notre revendication et il n'y a aucun qui a été accepté. Par exemple, pour l'augmentation de 30% des salaires, leur patron n'accorde pour l'heure que 1%. Au micro de nos collègues de Mayotte la Première, le patron a expliqué qu'ils avaient déjà eu une augmentation de 11% l'année dernière. Il a aussi dit aux médias qu'on avait eu une augmentation de 11% l'année dernière. Sachant que cette augmentation, ce n'est pas lié à vraiment une augmentation qu'il a donnée, mais c'est le fait qu'on est passé à 35 heures. Et ça, c'est obligatoire pour une entreprise de plus de 30 salariés. On est obligé de passer à 35 heures. Donc il y a sûrement une maintien de salaire qui fait que pour lui, on a eu 11%. Selon les grévistes, ces 11% ne sont que les heures supplémentaires payées comme la loi l'exige. Le laboratoire réalise tout de même un service minimum pour traiter les dossiers. Pour l'heure, aucune négociation n'est prévue. Un mot de météo dans votre 19h hier. Les services de Météo France à Mayotte ont annoncé un grand ciel bleu. Néanmoins, le chef-lieu a été en proie à une grosse averse. Ce matin, le directeur de Météo France s'est exprimé par téléphone afin de revenir sur cet épisode pluvieux et sur le temps du week-end. En cette fin de saison des pluies, des averses sont à craindre de manière épisodique. Écoutons Laurent Floch lors de la matinale de Coésie. Il est tombé des seaux d'eau, effectivement, très exactement 39,2 mm en un peu plus d'une heure sur Mamoudzou. Oui. Donc sur le reste de l'île, on a des valeurs qui sont pour Pamandzi de 12 mm, pour Msamboro de 9 mm et partout ailleurs dans les pluviomètres de Météo France entre 2 et 4 mm. Donc la normale pour un mois d'avril, même si on est en mi-avril, c'est de l'ordre de 3 à 4 mm par jour. Nous sommes en fin de saison des pluies, et en fin de saison des pluies, il y a très peu de vent. Et du coup, chaque jour, c'est un petit peu le même scénario, avec les températures qui sont un tout petit peu plus élevées que la normale en ce moment, de l'ordre de 1 à 1,5 degrés. La terre chauffe et fait aspirer toute l'humidité du lagon. Comme il n'y a pas de vent, ça peut très bien se développer sur les reliefs au fil des heures, en particulier en milieu de journée. Le programme de Christophe Castaner à Mayotte, l'hommage à Bernard Dreyfus ou encore le droit de retrait au collège de Dembéni. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce vendredi 12 avril. Présent à Mayotte dès dimanche, le programme du ministre de l'Intérieur a été dévoilé. Durant ces 3 jours, Christophe Castaner visitera peu après son arrivée le quartier de reconquête républicaine de Pamandzi. Dès mardi, il ira à la rencontre des différentes forces de sécurité et de secours présentes sur l'île. Il va ainsi découvrir les nouvelles unités du commissariat et les dispositifs de vigilance citoyenne créés par la DDSP. Après un passage par le terrain Batrolo, il ira à la rencontre du GELIC avant une sortie en intercepteur suivie d'une visite du CRA. Selon la préfecture, ces rencontres avec les acteurs de la lutte contre l'immigration clandestine doivent lui permettre de mieux appréhender les problématiques spécifiques à Mayotte.
Mardi, il s'adressera également à l'ensemble des fonctionnaires et militaires du ministère de l'Intérieur servant sur le département. Il s'entretiendra avec les élus du territoire, mais également en tant que ministre des cultes avec les responsables religieux de l'île. Plusieurs séquences lui permettront également de rencontrer et d'échanger avec la population de Mayotte, notamment au marché de Mamoudzou. Et cette visite intervient alors que depuis mercredi, la majorité du personnel éducatif du collège de Dembéni a décidé de faire valoir son droit de retrait. Depuis plusieurs semaines, l'insécurité règne en maître. Lors des 3 derniers jours, un professeur et 3 agents ont été blessés. Les bagarres se multiplient dans et aux abords de l'établissement. Les gendarmes sont intervenus à plusieurs reprises, mais les rixes ne se calment pas. Hier matin, 2 inspectrices du vice-rectorat, des gendarmes et le personnel éducatif se sont rencontrés pour trouver des solutions d'urgence. Afin de renforcer la sécurité, le collège de Dembéni était fermé cet après-midi et mardi après-midi, une nouvelle organisation est notamment à peaufiner concernant l'accueil des élèves. À noter que les parents étaient présents afin qu'ils puissent participer aux réflexions et aux éventuelles solutions à trouver. Toujours en convalescence, le président du conseil départemental a rédigé un communiqué suite au décès de Bernard Dreyfus survenu le 9 avril dernier. Sobadine Ibrahim Ramadani souhaite honorer la mémoire d'un ardent militant du service public local. Bernard Dreyfus a en effet été à l'origine de plusieurs avancées pour Mayotte de 1987 à 1988. Alors au cabinet du ministre des Dom-Tom, Bernard Ponce, il fut à l'origine de la signature des premières conventions sectorielles pour le développement du 101e département. De 2002 à 2003, lorsqu'il officiait au cabinet du ministre de la fonction publique, Jean-Paul Delevoye, il a œuvré pour l'abrogation de la fonction publique locale et la mise en place à Mayotte des 3 fonctions publiques de droit commun. Selon le président du conseil départemental, Mayotte gardera de lui le souvenir d'un homme engagé et facilitateur pour l'avancement de nombreux projets cruciaux dans la longue marche de l'île pour la départementalisation. Voilà 20 ans qu'il sillonne l'océan Indien armé d'une caméra et d'un dispositif de prise de son. Christine Coulange et son équipe mettent en effet leur art au service de la diversité et de la richesse culturelle de cette région du monde. Objectif, emporter les couleurs dans les festivals internationaux. Aujourd'hui, c'est l'île au lagon qui attire tout particulièrement l'attention de ces artistes. Ils ont à ce titre entrepris un projet d'envergure, la mise en place d'une plateforme collaborative multilingue nourrie de projets audiovisuels portant sur les populations de l'océan Indien. Un sujet signé Marion Tellier. L'interaction entre la musique et l'image ou encore la diffusion sur une multitude de supports, de l'installation immersive in situ à la plateforme web sont autant de spécificités caractérisant le travail de Christine Coulange et son équipe. Depuis 20 ans, l'artiste vidéaste et compositrice multiplie les projets aux 4 coins de l'océan Indien. En 2015, c'est une résidence artistique qui l'amène sur l'île au lagon, à l'issue de laquelle naîtra diverses créations artistiques, à l'instar d'un web documentaire ou encore d'un audio guide en 3 langues sur le rocher de Dzaoudzi, avec la participation d'étudiants du CUFR. Cela a permis aux étudiants de se rendre compte que, effectivement, cet outil numérique-là pouvait parler de Mayotte, pouvait parler de leur culture, pouvait parler de leur langue. Et ça a été le début en fait, de ce partenariat qu'on souhaite maintenant poursuivre à travers d'autres projets, dont celui de la plateforme numérique. Ce projet prendra la forme d'une base de données évolutive en 4 langues, le shimaoré, le chikomorien, le kibushi ainsi que l'anglais. Il y a une partie création, composition, interaction de la musique traditionnelle et de la musique électronique avec des images immersives, et puis toute une partie documentaire, où là, on va apprendre des choses sur la culture, le patrimoine culturel immatériel, avec des interlocuteurs qui sont interviewés. La plateforme accueillera bientôt un nouveau projet audiovisuel. En effet, ce dimanche, l'équipe de Sissi Gambis, Les 7 Portes, s'envolera pour Madagascar. Il s'agira là de réaliser un projet filmique, scientifique et culturel. On va axer sur la musique traditionnelle malgache. Donc là, on a un relais avec l'Alliance française de Fianna Rantso. Et donc on va enregistrer des musiciens, on va les filmer, on va faire aussi des interviews. 2 étudiants du CUFR accompagneront l'équipe de tournage. L'un est kibushifone, l'autre parle le shimaoré. Ils participeront à la réalisation du film documentaire sur le terrain. L'occasion aussi pour eux de créer un lien particulier avec les populations locales. À terme, ces masterclass et ces voyages permettront aux jeunes mahorais de s'approprier les outils numériques pour la préservation du patrimoine matériel et culturel de leur île.
C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellent week-end sur Kwesi.